Alors, on va terminer ce cours par une petite partie sur la cinématique du solide. On va définir ce que c'est qu'un solide et puis on va parler de 2-3 choses pour la rotation d'un solide autour d'un axe fixe dont on aura besoin dans un des chapitres ultérieurs. Donc, on appelle un solide, c'est un ensemble de points matériels, donc ensemble de points matériels qu'on va appeler MI. Donc l'ensemble, ça va être l'ensemble des MI avec I un ensemble qui varie dans un ensemble dénombrable ou infini, ça suppose ou non dénombrable. Donc un ensemble de points matériels MI dont les distances mutuelles restent constantes au cours du temps. Ça veut dire quoi ça veut dire que si vous prenez chaque couple de points MI et un couple MI-MJ par exemple, eh bien la norme du vecteur MI-MJ reste constant au cours du temps. Donc, quel que soit le couple du point IJ que vous choisissez, vous avez que la norme de vecteur qui va de MI à MJ, qui a priori dépendrait du temps, s'ils bougeaient les uns par rapport aux autres, en fait, elle ne dépend pas du temps et elle reste constante. Vos deux points, ils peuvent se déplacer comme ça l'un par rapport à l'autre, mais ils restent à une distance constante. Et puis c'est bien ça, votre solide, par exemple ce petit feutre, quand je bouge, chaque couple de points à l'intérieur, par exemple celui-ci et celui-ci, reste à une distance constante l'un de l'autre, ils se rapprochent pas, j'ai beau le bouger dans le sens que je veux, le translater, ça va à chaque fois avoir la même chose. Donc on va avoir plusieurs modèles de solides. Vous avez le modèle discret. Alors discret au sens mathématique, c'est pas un solide qui fait pas de bruit, c'est simplement un solide où l'ensemble des MI est dénombrable, est fini, donc où l'ensemble MI est un nombre fini. Il y a un nombre fini de points à l'intérieur. Et vous avez le modèle continu, où vous pouvez avoir une infinité de points, et puis en règle générale, autour d'un point, vous allez définir un petit cube autour de votre point M, et à l'intérieur, vous allez définir une masse volumique ρ au niveau du point M, et cette masse volumique peut évoluer autour de ce volume élémentaire qu'on note du coup dV. Et là vous voyez l'intérêt des dV qu'on a introduit dans le système de coordonnées. Ça peut permettre de calculer la masse d'un système en se disant que le ρ c'est la masse autour de ce point M divisé par le volume autour du point M, et donc ça correspondra à cette expression là, de sorte que la masse contenue là-dedans, on l'utilisera plutôt sous la forme ρ au point M fois le dV dans le système de coordonnées choisi. Et si vous savez comment varie ρ en fonction du point où vous êtes, vous pouvez être capable de calculer la masse totale de votre système en faisant la sommation sur l'ensemble des petits volumes quand on se balade. Alors, ce système-là, il est faux. Il est faux puisqu'on sait bien que au niveau microscopique, au niveau nanoscopique même, vous avez des atomes. Et les atomes, c'est des points matériels. Donc notre vrai système, ce serait un ensemble discret, un nombre fini d'atomes dans un volume. Dans ce petit feutre, vous avez un nombre fini d'atomes. Seulement, c'est tellement compliqué de tous les compter, il y en a tellement, que le modèle continu va nous donner de très bonnes approximations. C'est pour ça d'ailleurs que le modèle atomiste, c'est-à-dire ceux qui disaient que la matière était constituée d'atomes, a eu tellement de mal à s'intégrer, c'est que les calculs menés avec un modèle continu marchaient extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que le petit volume, le volume élémentaire qu'on va considérer, ça va être de l'ordre du micromètre cube. Et micromètre cube,
c'est très grand par rapport à la taille d'un atome. Donc vous allez avoir beaucoup d'atomes, et la variation de masse volumique qu'on va prendre, ça va traduire la variation du nombre d'atomes qu'on va réussir à mettre à l'intérieur de ce petit volume au niveau de la répartition que vous allez avoir à l'intérieur de ces atomes. Donc en fait, ce volume V, ce qu'on appelle un volume dV mésoscopique, il est intermédiaire entre l'échelle atomique, l'échelle microscopique, plutôt nanoscopique, et l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle. Donc pour nous, c'est un petit volume, mais pour les atomes, c'est un grand volume, ce qui nous permet de faire ces approximations. Alors, attention, ne pas confondre le solide qu'on vient de définir, ne pas confondre le solide idéal précédent avec l'état solide dont on a déjà parlé, on vous a aussi parlé en chimie. L'état solide, c'est quand on est un état solide, cette table par exemple, un état solide. Mais pour autant, cette table n'est pas un vrai solide. Pourquoi? Parce que je suis capable de la déformer. Il faudrait que je fasse des efforts pour celle-ci pour la déformer, mais celui-ci là par exemple, vous voyez que quand je mets ces contraintes, les points qui sont de chaque côté se déplacent les uns par rapport aux autres. Ils ne sont plus, le point qui est là, comparé au point qui est ici, il va y avoir un déplacement, un changement de distance. Et ce changement de distance, j'ai beau avoir mon feutre qui est un solide, du point de vue, il est à l'état solide, pour la plupart des choses qui sont à l'intérieur, ça n'est pas pour autant un solide mécanique idéal. De nouveau, on a un modèle, on appuie là-dessus, le fait que ce soit un modèle d'un solide qui n'est pas directement on ne peut pas directement l'obtenir dans la réalité, mais ça nous servira pour représenter, on va pouvoir quand même considérer que ce truc-là, c'est une bonne représentation d'un solide. Après, dans les autres solides, on va rajouter des termes de déformation, par exemple, qui vont nous permettre de prendre en compte le caractère légèrement déformable de l'état solide de la matière, qui fait que j'ai pas tout à fait un solide au sens mécanique du terme. Alors, pour un solide, vous allez avoir deux sortes de mouvements intéressants possibles, qu'on pourra du coup essayer de combiner, mais il y a le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Alors quand est-ce qu'on dit qu'un solide admet une translation? Donc une translation pour un solide, c'est quand à tout moment, les orientations des points les uns par rapport aux autres sont fixes. Donc translation, à tout moment, les orientations des points les uns par rapport aux autres sont fixes. Alors, essayez de vous imaginer ça. Prenez votre stylo, essayez de vous dire, je fais une translation. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux autres? Sont fixes. Mathématiquement, ça veut dire que quel que soit le couple IJ de points que je prends, alors le vecteur MI, MJ, au cours du temps, quand je regarde sa variation, en fait, il ne varie pas, il reste constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends mon système là, je peux le déplacer comme ça, je peux le déplacer comme ça, je peux le déplacer en cercle. Ça reste une translation. C'est une translation circulaire, mais une translation quand même, ne pas confondre. Translation rectiligne, ce serait ça, ou ce serait ça, mais je peux très bien avoir une translation circulaire, ça reste une translation. Pourquoi? Parce que, regardez par exemple l'orientation du capuchon, le capuchon reste toujours orienté dans la même direction. Je ne l'ai pas fait tourner sur lui-même. Ça serait une rotation. Là, par contre, j'ai une translation de mon système. Donc, mon solide, la distance reste fixe, mais pour la translation, j'impose en plus que la direction reste fixe. Donc, non seulement MIMJ, c'est un vecteur qui est constant en norme, mais aussi en direction. Il n'y a pas de rotation. Donc, un gros attention. Translation n'est pas synonyme de rectiligne.
quand on parle de translation rectiligne uniforme, tous les mots sont importants. Translation, c'est je me déplace comme ça. Rectiligne, c'est je me déplace sur une droite, donc vous voyez que c'est un sous-ensemble des translations, et uniforme, je me déplace en plus à vitesse qui reste constante et je fais pas des accélérations ou des à-coups comme ça au fur et à mesure. Donc translation n'est pas synonyme de rectiligne. Pensez à la grande roue par exemple, quand vous êtes sur une grande roue, vous n'avez pas un mouvement de rotation, vous avez un mouvement de translation. C'est-à-dire vous êtes accroché là et puis vous êtes installé. Et heureusement que c'est un mouvement de translation et non pas de rotation, parce que sinon vous vous retrouveriez quelque part la tête en bas. Hein, vous êtes toujours dans la même direction. Alors, il peut y avoir des petits balancements, mais on va supposer qu'il n'y en a pas. Vous êtes toujours dans la même direction à mesure que vous vous déplacez sur votre grande roue. Et donc vous avez un mouvement de translation circulaire, à peu près uniforme si la roue tourne à vitesse constante. Donc il y a plein de translations non rectilignes qui sont envisageables et dont on parlera un petit peu plus tard encore. Dernière chose, quand vous avez une rotation autour d'un axe fixe, la rotation autour d'un axe fixe d'un solide impose plein de contraintes. Donc vous avez votre axe qui est là. Vous avez votre solide, c'est un patatoïde qui tourne autour de cet axe-là. Et puis du coup, vous avez une rotation à vitesse angulaire oméga. Ça veut dire que tous les points qui correspondent tourne à la même vitesse angulaire. Le point qui est là, le point qui est là, ils parcourent le même angle, à peu près 30 degrés, dans le même temps. Ce qui veut dire que vous allez avoir une vitesse angulaire de rotation qui va être globale. Quand vous êtes là-dedans, on va se placer en quel repère de quel système de coordonnées? Forcément en coordonnées cylindriques. Vous avez un axe, donc vous vous placez. Si je prends un point MI qui est là, je suis à une distance RI du centre, et puis je vais tourner. Comme je tourne par rapport à cet axe, je ne me déplace pas verticalement. Je reste. Tous les mouvements de chacun des points vont être des cercles qui sont perpendiculaires à l'axe de rotation. Quand je tourne ici par rapport à cet axe-là, ou quand je fais ça, si je prends mon solide comme ça et que je tourne par rapport à un axe qui est vertical par rapport à vous, vous voyez que chaque point va rester dans le même plan sur un cercle. Donc, la vitesse, vous avez que z.i est égal à 0, r.i est égal à 0, puisque je ne m'approche ni ne m'éloigne de l'axe, par définition de cet axe de rotation. Chaque point a une distance à l'axe qui reste constante. Résultat, la vitesse v du point i va s'écrire, il restera juste le terme en rθ point eθ, donc ri. Et le θ point, c'est justement oméga, c'est le même pour tous, selon eθ. Vous avez une rotation en bloc, tout le monde se déplace à la même vitesse angulaire. Par contre, ceux qui sont proches de l'axe de rotation, regardez ce point-là, ça va être mon axe de rotation, ces points-là ont des vitesses qui sont quasiment nulles, ils ne bougent presque pas, alors que le point à l'extérieur va se déplacer très vite. C'est dû à ce caractère, plus vous êtes éloigné, comme vous tournez à la même vitesse angulaire, votre vitesse globale, pour parcourir le même angle sur un cercle de rayon qui est plus important, vous devez parcourir une distance plus importante, donc avoir une vitesse linéaire plus importante, une norme de cette vitesse V qui va être plus importante. Donc ça va être pour votre rotation par rapport à un axe fixe, et on pourra l'utiliser notamment dans le chapitre où on va étudier ce qui influence ces rotations autour d'axes fixes.